nous, c'est un grand jour aujourd'hui, puisqu'en fait, ces nouveaux locaux et ce sujet incarnent vraiment la nouvelle ère du club. On est très fiers aussi aujourd'hui, à travers dans nos nouveaux locaux, je dirais, d'incarner et fiers aussi du coup de traiter ce sujet avec vous. Ça ne pouvait pas mieux tomber, cet esprit collaboratif, puisque en fait, c'est l'essence même de notre club. Aujourd'hui, on voit bien que ces notions d'innovation collaborative sont en train de prendre une importance. Voilà, une dynamique, une rapidité qui est voilà, assez phénoménale. C'est de poser cette question, pourquoi ces phénomènes de consommation, de production collaborative, d'innovation collaborative ont émergé aujourd'hui. On a grosso modo identifié 4 grands leviers majeurs qui ont convergé ou qui sont en train de converger. Le premier, c'est quelque chose de très, là aussi, réel et concret, c'est la finitude des ressources. Je pense qu'il faut déjà qu'on réalise que notre génération et a fortiori les générations qui vont nous suivre vont être les premières générations qui vont devoir penser notre monde dans un monde fini. Le deuxième grand levier, c'est la révolution technologique. Et cette révolution technologique, elle prend 2 formes principales. C'est les réseaux sociaux et puis des outils techniques. Là aussi, je ne vais pas tout détailler. 3 principaux, c'est les imprimantes 3D, et je vais vous montrer quelques exemples, donc des imprimantes en 3 dimensions. C'est la réalité augmentée, là vous avez l'exemple d'un barrage, d'une fuite d'un barrage qui est recréé, ça c'est Dassault Systèmes qui fait ça, donc qu'on peut recréer en champ clos. Et puis les smart grids, donc ces réseaux intelligents. Troisième levier qui nous semble important, mais là je ne vais pas développer parce que c'est Benjamin qui va justement vous parler de tout ça. Mais c'est tout ce qui touche au partage et au lien social, donc issu en lien avec la puissance des réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure. Et dernier levier sur lequel je voulais attirer votre attention, alors qui est d'ailleurs le premier d'entre eux est en lien avec les imprimantes 3D, c'est ce qu'on appelle les Fab Labs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Fabrication Laboratory, alors des gens un peu plus poétiques ont dit ce sont des fabuleux laboratoires en français. Ce sont donc des centres de production, donc là c'est effectivement là plutôt Joe qui va en parler et qui va illustrer ça là aussi de façon très concrète. Donc ce sont des laboratoires de fabrication qui notamment utilisent, mais pas que, des imprimantes 3D ou du hardware, puisque maintenant il existe aussi la possibilité de construire un ordinateur, une imprimante. Sur Internet, il y a tous les plans, tout est en open source, ce qu'on appelle le open hardware. Et donc, vous pouvez tout à fait construire tout un tas de machines qui vont vous permettre de travailler sur des prototypages, voire sur de l'industrialisation de produits. Et troisième, des 2 autres choses, mais là aussi je ne développerai pas, c'est les clusters et les pôles de compétitivité. Ce qui est intéressant dans ce côté collaboratif, c'est qu'aussi bien des clusters comme créés, là c'est sur de l'éco-conception, je ne sais pas si vous le connaissez, ou sinon donc les pôles de compétitivité, j'ai pris l'exemple de Fibre qui est un pôle en Lorraine, enfin en Alsace-Lorraine, sur tout ce qui est textile, et sur lequel on regroupe à la fois des fournisseurs, des utilisateurs et des distributeurs, enfin des fabricants plutôt et des distributeurs. Et donc on a, voilà, et c'est entre autres grâce à ce type de pôle de compétitivité, notamment dans le textile, que l'industrie textile existe encore en France. En tout cas, une certaine industrie textile, c'est-à-dire beaucoup plus technologique. C'est vraiment à ça que ça sert, c'est à construire des filières que là aussi on n'aurait pas pu construire par rapport à ça. Et puis dernière chose sur les changements organisationnels, c'est aussi comment ça se traduit dans les organisations, dans les entreprises. Alors, là, tout ça est encore un peu en avance, mais c'est des choses qui commencent à prendre forme, on va dire. Donc là aussi, ça n'a pas le mérite d'être exhaustif, mais c'est quelques grands phénomènes. Donc le premier ou les premiers, c'est l'intrapreneuriat, c'est-à-dire comment je développe l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise. L'un des plus fameux exemples, c'est Google, qui permet à ses salariés de passer 20% de leur temps justement à travailler sur des développements de business à l'intérieur de l'entreprise, sur le temps de travail, tout ça. L'autre chose, c'est le crowdsourcing, donc ça, je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Donc c'est l'utilisation de la foule, si je puis dire, ou des masses de gens répartis sur un territoire donné ou sur une thématique donnée, qui peuvent alimenter alors soit des résultats de recherche. Certains laboratoires pharmaceutiques ont fait appel au crowdsourcing pour trouver des solutions sur des recherches qu'ils menaient. Ils n'avaient pas forcément toutes les solutions. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle éco-socio-conception et management concourant. Alors là, c'est plus de la terminologie imaginable d'ailleurs, puisqu'on est en train de travailler, nous, sur une étude sur ce qu'on appelle l'éco-socio-conception. Donc, autrement dit, c'est la prise de facteurs sociaux et environnementaux dans la conception, que
que ce soit d'un produit, d'un service ou d'une infrastructure. Et l'autre terminologie, c'est le management concourant, donc qui est issu qu'on a adapté d'un concept de l'industrie qui s'appelle l'ingénierie concourante. Nous, on l'a élargi à une vision du management, donc qui fait, c'est comment on peut mettre en forme ou en lien une organisation, et d'ailleurs aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Je vais vous prendre un exemple très concret, pour concevoir un produit, un service ou une infrastructure. Et dernier point, c'est des formes, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces noms un peu barbares que sont l'adocratie, la sociocratie ou l'holacratie, mais c'est donc ad hoc, c'est le principe, donc c'est l'organisation ad hoc, donc, qui est spécifique à une problématique donnée, donc c'est comment l'entreprise peut s'organiser et avoir une souplesse et une agilité d'organisation pour répondre à un problème ou un projet, X ou Y. La sociocratie, c'est une autre approche qui, toujours pareil, hein, d'intelligence collective, dans tous ces concepts ont comme point commun de réfléchir dans des logiques d'intelligence collective. Et là, la sociocratie, c'est la recherche du zéro objection. Hein, donc on va travailler sur l'ensemble des gens qui réfléchissent à une problématique, sur les différents points de vue, et en faisant remonter alors à la fois les points de consensus et puis les objections, et de travailler en profondeur, en prenant le temps, jusqu'à obtenir le zéro objection, c'est-à-dire d'avoir un consensus, si je puis dire, parfait. Et dernier point, c'est l'holacratie, où là, bon, hein, c'est la vision holistique, transversale, globale, systémique. Pour terminer très rapidement, 3 conclusions. La première, c'est que nous, on est en tout cas convaincus qu'on va vers une société ouverte. On va vers cette innovation ouverte, que ce soit sur des logiciels, que ce soit sur, comme je disais, des matériels aujourd'hui, que ce soit sur tous les échanges qu'on peut avoir. Alors, il ne faut pas être non plus angélique, hein. Ça pose tout un tas de problèmes juridiques en termes de droits, en termes de redevances, de royalties. L'idée, ce n'est pas de dire tout appartient à tout le monde, hein, et tout est gratuit, sinon il n'y aura plus d'invention et plus de recherche. Donc, loin de moi l'idée de baigner dans un angélisme béat, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait effectivement un gros travail de nos amis juristes pour renforcer et pour définir ce cadre de l'innovation ouverte. Et puis on est, hein, c'est Joël de René qui dit ça, voilà, on est en train de passer d'une société de rapport de force à une société de rapport de flux. Et donc je pense qu'effectivement on est dans une société de flux, de réseaux et de liens. Ma deuxième conclusion, c'est qu'on voit bien que notre grand challenge, alors je vais faire peut-être une différence sur les générations, ça va être avant tout d'intégrer tous ces changements, hein, d'organisation, aussi bien chez soi, dans les relations avec les enfants, que dans l'entreprise, dans les évolutions organisationnelles qu'on a soulignées, ou la façon de concevoir son business. Et puis je voulais juste finir avec un peu de pataphysique, parce que voilà, il faut aussi garder le sens de l'humour dans ces périodes complexes et pas toujours très drôles, et que nous on est convaincus, en tout cas sur ce plateau et en particulier avec des enjeux des hommes, que voilà, nous n'allons pas vivre l'apocalypse le 21 décembre prochain, même si le calendrier Maya s'arrête, et que voilà, notre philosophie, pour ce qui nous concerne, elle est celle-là, c'est que nous on essaie de penser le changement plutôt que de changer le pansement. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est la consommation collaborative? Donc la définition qui en est donnée sur Wikipédia, qui vient un petit peu de celle de Rachel Botsman, qui a écrit un des principaux livres sur le sujet. Pour faire simple, c'est un mouvement de consommation donc, qui va privilégier l'usage des ressources par rapport à leur possession. Donc c'est tout un tas d'anciens systèmes comme le partage, le troc, l'échange, etc. Des choses qu'on pratiquait déjà il y a des centaines, voire des milliers d'années. Et par contre, ces plateformes, ces modes d'échange traditionnels sont dynamisés fortement grâce à Internet qui permet de se faire rencontrer une offre et une demande dans des proportions qui n'étaient pas possibles avant, et également de bâtir la confiance entre particuliers grâce à des systèmes de commentaires, je vois si j'ai des amis en commun sur Facebook, etc. et qui permettent de connecter les gens et d'inciter au partage. Alors quelques chiffres pour donner quelques idées. Aujourd'hui, sur la principale plateforme française de covoiturage, vous avez 100 000 nouveaux inscrits par mois. Vous avez pratiquement dans chaque rue de Paris au moins un appartement disponible à location entre particuliers. Et vous avez la principale plateforme de location de voitures entre particuliers qui a reversé déjà plus d'1 million d'euros aux loueurs de voitures. Pourquoi aujourd'hui on voit l'émergence de tous ces systèmes? Alors, traditionnellement, on donne un peu 4 raisons, même si
un petit personnel, je pense qu'il y en a une qui est plus importante que les autres, qui est Internet et les plateformes peer-to-peer et les réseaux sociaux, puisque c'est quand même ça qui aujourd'hui permet de se faire rencontrer l'offre et la demande dans des proportions inégalées, et puis qui a démocratisé le fait de partager avec l'émergence des réseaux sociaux et l'établissement de la confiance entre particuliers. Un facteur qu'on cite quand même beaucoup, c'est les contraintes budgétaires et la crise. La plupart des reportages, des articles que vous allez voir dans les médias, des reportages qui vont passer sur TF1 ou autres, vont vous dire présenter la consommation collaborative comme une alternative à la crise et comme des bons plans finalement pour économiser ou se faire un petit peu d'argent de poche. C'est vrai que ça a clairement accéléré la dynamique. Après, est-ce que les gens vont continuer à utiliser ces plateformes uniquement pour des raisons économiques? C'est pas si sûr. Disons il y a des entrepreneurs qui disent souvent, moi les gens viennent sur ma plateforme pour des raisons économiques, ils y restent parce qu'ils vont rencontrer des gens, que ça va leur plaire et que l'usage, la praticité de la plateforme va leur plaire. Et donc ils vont en revenir pour rencontrer des gens, et en plus ça va avoir un impact très positif pour l'environnement, et donc du coup ça va les conforter dans l'idée que c'est un mode de consommation plus durable. Donc Airbnb, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous avez d'autres équivalents que société française, Séjourning et Bedicassa, mais Airbnb c'est un petit peu la société qui a inventé et démocratisé la location de logements entre particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tout votre appartement, votre maison de campagne ou une cabane ou ce que vous voulez, ou alors une chambre d'amis en location sur Airbnb. Airbnb ça a été lancé en 2007. En janvier 2012, ils ont passé le cap des 5 millions de nuits réservées. En juillet, des 10 millions. Donc c'est quand même assez exponentiel. Aujourd'hui, c'est une réservation toutes les 2 secondes. Ça marche très bien. Donc la ruche qui dit oui, ça fait un peu penser au système des AMAP. Le principe est d'acheter directement du producteur au consommateur. C'est un petit peu différent dans la mesure où c'est un petit peu moins contraignant. C'est-à-dire que quand vous inscrivez sur une AMAP, vous devez vous engager à acheter un panier toutes les semaines pendant un certain temps. Là, vous trouvez une ruche à côté de chez vous. Donc une ruche, c'est quoi? C'est un local et quelqu'un qui s'en occupe et qui va organiser l'acheminement de la production du producteur toutes les semaines. Donc les producteurs s'inscrivent et disent voilà, moi cette semaine je propose 100 kg de patates à la ruche, qui est intéressé. Vous disent moi j'en achète 2 kg, moi j'en achète 3 kg, j'en achète 1 kg. Et une fois que le seuil est atteint, la commande est déclenchée. Et toutes les semaines, vous avez tous les producteurs qui arrivent et vous récupérez votre panier. La partie production, il y a quand même tout un mouvement de fond qui est en train de se passer autour du mouvement des makers, c'est-à-dire du do-it-yourself, c'est-à-dire tous ces gens qui vont se réapproprier la production physique, le fait de réparer leurs propres objets, le fait de créer ce dont ils ont besoin, que ce soit des voitures, que ce soit de l'électronique, que ce soit des meubles, que ce soit fabriquer des bijoux pour pouvoir les vendre et créer ma propre activité. Et vous avez des plateformes, par exemple, comme Thingiverse, où les gens peuvent partager les designs des objets. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai créé tel objet, et voilà comment j'ai fait, voilà le fichier 3D pour l'imprimer, voilà la méthodologie pour assembler, et aidez-moi à enrichir. L'idée, c'est vraiment de créer des objets manufacturés open source, ce que Thomas appelait le open hardware tout à l'heure, et de permettre à la communauté d'enrichir les designs, et puis que je puisse le partager librement avec elle. J'ai terminé, je vais passer la parole à Joe. I'm Joe Justice. I'm a business process consultant from the United States. After work, nights and weekends, I volunteer my time as part of a project called Wikispeed. Wikispeed built a fast, affordable, safe car, and the first running prototype was built in just 3 months. How is that even possible when the cars around us seem to change so slowly? Existing manufacturing changes slowly because the cost to make change is so high. So these sunk costs reduce innovation and the rate of innovation in traditional manufacturing. This process is common in manufacturing, and this is similar to the way old software teams used to run as well. You would start by gathering requirements, you would then design the product, you would implement the product, you'd then verify, and then you'd maintain the product. This is the only area where profit was recognized. Businesses wanted this area to last as long as possible because here they're spending money and here they're making money. So they didn't want to start the new innovation cycle again to change the product because that's all spend. From a cost accounting perspective, a traditional accounting perspective, there's no monetary value here, only here, and they would extend it as long as possible. This means new products are based on what we believed the customer wanted 10 years ago.
And this is where we have products that lag behind the value the customer is looking for. Now, software teams use a practice called Agile. This has become the dominant financial winning method of doing business in software. It's the same cycle, but then it repeats every 7 days. So here is where all the expense happens, and here's where revenue is realized. The difference is the expense here is small because you're doing 7 days worth of development, but at the end you have a usable product, a small part of your overall solution that is usable, and you're able to achieve some sales. So you have some revenue come in 7 days, and you have customer feedback come in every 7 days, meaning new products are based on what the customer wanted 7 days ago. We call this extreme manufacturing. Extreme manufacturing is when we treat physical products and the manufacture of them like software. And we use practices from cutting-edge software teams like Agile, Lean software development, Scrum, extreme programming, and Kanban. Where Lean, we use less stuff. If you think about the electronics in a car or a truck, there is a computer for the airbag system to sense the speed of impact and calculate the speed at which the airbag should deploy. There is a computer to read in the exhaust gas sensor and then compute how much fuel should be injected when. All of these computers are proprietary. Many of them are made by Tier 1 suppliers, and each company demands a specification of their own for artificial scarcity. In Lean, we take an open source circuit board that Benjamin mentioned to you called Arduino. It costs $24. In Team Wikispeed, we are currently standardizing all automotive electronics onto these boards that are able to be produced and made available anywhere in the world open source. We're agile to reduce the cost to make change. We're agile in terms of who is on our team, the materials we use, and the machinery we use. If a new and better machine came out tomorrow, companies using a $10 million stamped steel die would not want to take it on soon. They would want to wait 10 years to pay for that first tool. In Team Wikispeed, we use inexpensive tools to reduce our cost to make change. We use Scrum roles and responsibilities to organize our work in teams. We use collaborative teams distributed all over the world because we found them to be the fastest team structure to create new product. This gives us a set of roles and responsibilities so everyone knows exactly what they need to be doing very quickly, and our team orientation in Scrum is 5 minutes. We visualize our workflow to avoid hidden delays. This is from a process called Kanban. It's the Japanese word for small ticket or small card. The idea is every task the company does is written on a small card. Now, many tasks are very complicated. How would you write this on a small sticky note? You would summarize and you would split it across sticky notes. The left column is what we have yet to do today as a business. The middle column is what is happening right now, what is in progress. And the right column is what is done. What this allows us to do is read like a horizontal hourglass how long it takes for us to be done, when approximately we're going to be done, what will be done when it's done, who is doing what, and how much it will cost. Our entire project management system is sticky notes on a whiteboard for the entire automotive development. The first version of our car was not pretty, but it was built in 3 months. We were able to have a vehicle on road getting road legal data on our efficiency systems and our safety systems faster than anyone I've yet heard of. Deloitte is a financial consulting company who's been monitoring these types of movements for several years. They observed that Fortune 50 companies making some of the most money and at the top of their industry, now have the shortest lifespan they have ever had. Observing this fact,
Deloitte wanted to understand why this is true, why top-performing companies now live the shortest they ever have historically. And they created a think tank to discover the answer to that problem, or at least give information on it to their clients. This think tank is called the Center for the Edge, and they named this change in the market space the Big Shift. What Deloitte observed is technology performance is absolutely at an exponential growth rate, and we're at a very high point. When we talk about the rapid prototyping and rapid manufacturing machines that Benjamin and Tomas showed you earlier this morning, and many of you are already familiar with, and some of you are already using, we see that not just in terms of computing power, simulation power, but also in terms of manufacturing flexibility and rate of new product manufacturing, we are at an all-time high in technology. Observing this, Deloitte contrasted this to return on assets. This is how much money is generated per piece of machinery or per computer cluster. Given that all those pieces of machinery and computing power are now the most powerful they've ever been in business, we would expect this to also be growing exponentially. And in fact, Deloitte observed almost the opposite. It's continuing to trend down dramatically over 40 years. Now, this data is from the United States economy. I'm so sorry, I do not have EU data with me. But in the United States, it is the same. Is that what I... So the observed evidence is, despite that we have the most powerful tools ever, the amount of money each tool is returning to the company is at an all-time low. Deloitte started following Team Wikispeed in January of this year. And the answer they came up with was, it's not what tools are being used, it's that those tools are being used in conjunction with a new culture. This surprised me. I did not expect culture to be at all part of the solution. We build cars this way. This is what the car looked like when we first raced it. It is aesthetically challenged. We called it the orange shoebox. At this time, we had 44 volunteer team members in 14 countries. We received a set of drawings from team members we'd never met before all over the world, chose one, modeled it in carbon fiber, and 7 months later, after the race, we were able to put these bodies on our same mechanicals and upgrade the aesthetics. They have the same aerodynamic shape, giving us this very similar efficiency, and yet they have an upgraded aesthetic. The following year, we received this drawing from the same team member it happened to be, Rob Moorbacher in Germantown, Maryland, in the United States. He runs a company called Moore Composites. We loved it and decided we wanted to build it. Months later, we unveiled it. This was August 2012, so 2 months ago, in Texas, in the United States. And there's a very happy me pointing to a much more attractive vehicle on the same platform. We've shown how we were able to make the car more safe. Now, these iterations initially took several months. We did parts of them every 7 days. Now we're able to complete these iterations every 7 days. Here's how we attempt to improve the looks of the car every 7 days. First, we start with a three-dimensional drawing, or CAD. When we find a drawing we want to build as a team, we have a computer, that milling machine I showed you, cut it in foam in 1 day. So now we have a full-size foam car in 1 day. Then we lay structural carbon fiber on it in 1 day. Then we take it to the largest auto show in the world. January 2011, 750,000 people went through the Detroit Auto Show and more than 5,000 members of the credentialed press. I was terrified. I had no idea how our car would be received. We built it so fast and at such a low budget. Lucky for us, the car was beautiful. They put it on the main floor of the auto show between Ford and Chevrolet. I would ask that everyone in this room consider spending 2 hours a week on social good work. Join Team Wikispeed, sharpen your agile skills and learn the agile framework, and help make the world a better place. But even cooler than that, if everyone in this room spent 2 hours a week
rapidly solving projects for social good, and used Agile so they would have the most impact quickly at the lowest cost. It would be so awesome. It would be like a robot high-fiving a polar bear in front of a supernova. Thank you very much.